Le Dornier d'O 31 est le premier transport à réaction verticale du monde. Le Dornier d'O 31 est le prototype de transport à réaction verticale le plus célèbre du monde. C'est en 1962 que l'aventure commence. La société Dornier est alors chargée de développer un avion de transport de troupes dans les zones de combat. Ce projet est commandé par le Luftwaffe, qui n'est autre que l'armée de l'air allemande. À ce moment de l'histoire, les avions à réaction verticale représentent l'avenir de l'aviation de combat. Mais qu'est-ce qu'un avion à décollage et atterrissage verticaux, plus communément appelé VTOL? Ces appareils sont synonymes d'ingénierie hors du commun. Différentes techniques sont d'ailleurs utilisées pour mener à bien ce projet. L'expérience du Dornier d'O 31 a donc marqué l'histoire de l'industrie de l'aviation. Très rapidement, il est reconnu comme étant l'avion de tous les records. Cependant, il apparaît également comme un prototype beaucoup trop ambitieux. Finalement, ce projet ne semble mener à rien. Les difficultés au décollage et à l'atterrissage et les différentes problématiques sont beaucoup trop nombreuses. Quel est donc l'avenir de ce type d'appareil? Que représente le Dornier d'O 31 dans le monde de l'aviation? Certes, les avions à réaction verticale représentent d'une certaine manière l'avenir de l'aviation de combat, mais avant de continuer à aborder ce sujet, il est important que nous définissions ce qu'est réellement un VTOL. Un avion à décollage et atterrissage verticaux est un aéronef qui n'a pas besoin de pistes pour décoller ou atterrir. Ces appareils sont donc équipés de différents systèmes qui combinent l'ascension à la verticale d'un hélicoptère ainsi que la vitesse de croisière et la charge d'un avion. Ils ont été imaginés en 1921 par l'ingénieur américain Nikola Tesla. Dans les années 50, ce sont les militaires qui prennent la relève dans la mise en service des VTOL. En effet, ils craignent d'être cloués au sol dans le cas où les pistes seraient bombardées. Avec un VTOL, le risque est moindre car ils utilisent une plateforme réduite au même titre que les hélicoptères. Dès la fin du 19e siècle, un grand nombre d'ingénieurs proposent des engins extrêmement lourds mais capables de décoller et d'atterrir verticalement. Néanmoins, très peu seront considérés comme des VTOL et aucun ne dépassera le stade du prototype. Ce sont les Allemands qui initient les premières recherches dans le domaine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il était alors primordial de ne pas être vulnérable face au bombardement des forces ennemies. Cette ingénierie hors du commun semble tout de même très difficile à maîtriser. Ce n'est qu'après la guerre que l'Allemagne, la Russie et les États-Unis prennent réellement conscience de l'utilité d'avions aussi ingénieux. La course aux avions à décollage et atterrissage verticaux est lancée. Au début de la guerre froide, les projets n'ont de cesse de se multiplier. Il faudra donc attendre les années 60 pour que le premier avion de chasse à décollage et à atterrissage verticaux soit fabriqué en série. Il s'agit du Harrier britannique. Cela montre bien à quel point un projet de ce type peut être ambitieux. De nombreuses techniques sont utilisées pour permettre à l'avion de décoller et d'atterrir de manière verticale. Ainsi, de nombreuses voies sont explorées pour permettre d'éventuellement supprimer la distance parcourue à l'horizontale. Nous allons donc aborder les quelques techniques qui ont pu être envisagées. Dans un premier temps, l'aéronef peut décoller à la verticale comme une fusée. Il bascule à l'horizontale lors du vol, puis rebascule à la verticale à l'approche de l'atterrissage. Si on suit une autre technique, l'aéronef reste à l'horizontale pendant l'ensemble des phases de vol. Ce sont seulement les moteurs qui basculent de la verticale à l'horizontale durant le vol ou lorsque l'avion doit décoller et atterrir. Enfin, l'aéronef peut utiliser une combinaison de rotors pour la sustentation et d'hélices pour la translation. Les moteurs entraînent l'un ou l'autre grâce à un système de crabotage progressif. Le crabotage correspond à l'accouplement de deux pièces par l'engagement des saillies de l'une d'elles dans les logements correspondants situés dans l'autre pièce. Bien entendu, de nombreuses autres techniques ont été engagées, mais nous ne pouvons pas toutes les aborder dans cette vidéo. Sur ATEC, c'est le Dornier d'O 31 qui a retenu notre attention. Ce prototype est le reflet d'une expérience incroyable dans le domaine de l'industrie de l'aviation. Nous sommes donc en 1962, le gouvernement fédéral allemand demande à l'avionneur de Dornier de travailler sur un prototype hors du commun. Il est question d'un VTOL. À cette époque, ce type de transport avait vraiment le vent en poupe, notamment au sein des forces de l'OTAN. Le programme est finalisé en avril 1964. L'Allemagne prévoyait un avion de taille moyenne disposant d'une charge de transport équivalente à celle des Nord Atlas français. Ces derniers équipent alors la Luftwaffe. Cependant, une telle invention a donné beaucoup de fil à retordre aux ingénieurs désignés pour participer au projet. Effectivement, la propulsion classique qui correspond au monde horizontal doit être réalisée par deux réacteurs d'une poussée de 4 tonnes chacun. De son côté, la sustentation verticale est à la charge de 10 petits réacteurs d'une poussée unitaire de 1200 kgp. Ces derniers doivent impérativement être installés dans des nacelles raccordées à la voilure. Le Dornier d'O 31 voit alors le jour. Très vite, cette machine semble beaucoup trop coûteuse. De plus, les nacelles de sustentation risquent de grandement nuire aux qualités aérodynamiques de l'avion. Le programme devient donc le DO 31E.
Les nacelles de réacteurs sont déplacées. Le premier prototype voit le jour en novembre 1965 et prend le nom de Do-31E1. Après de nombreux reports, il réalise son premier vol le 10 février 1967. Le 20 novembre de la même année, il réalise sa première ascension verticale. Quelques semaines plus tard, sa première translation a lieu. Le passage entre le vol vertical et le vol horizontal est un sans faute. Rapidement, le Do-31E1 enregistre des records mondiaux dans sa catégorie. Il est question de vitesse de croisière, de plafond, de distance franchissable et de masse au décollage. Il est donc particulièrement impressionnant. Certes, il fait l'unanimité auprès de nombreuses armées, pourtant ses défauts sont beaucoup trop nombreux. Malgré cela, Dornier reçoit une offre d'étude de la part de la compagnie aérienne d'État Lufthansa. Le but étant de proposer une version de ligne du Dornier Do-31E. Malheureusement, le programme fut également annulé avant même la construction du premier prototype. Il était question d'un appareil d'une centaine de places capable de franchir 3000 km à une vitesse moyenne de 800 km/h et de décoller à la verticale depuis des toits d'immeubles. L'OTAN s'intéresse aussi au Do-31 dans le cadre de missions de reconnaissance maritime et de transport tactique. De la même manière, l'étude de cette variante ne fit pas long feu. En réalité, toutes ces opérations étaient beaucoup trop ambitieuses. Parti pour représenter l'avenir de l'aviation de combat, le Dornier Do-31 prit finalement une direction sans issue. De manière générale, le développement des avions VTOL est beaucoup plus compliqué que celui des avions de conception classique. Ils sont beaucoup plus difficiles à contrôler au décollage, tout comme à l'atterrissage. C'est en partie pour cela que ces avions ont toujours eu du mal à trouver leur place dans le civil. Le Dornier Do-31 en est la preuve. De plus, il existe de nombreuses autres problématiques qui font que cet avion n'a pas dépassé le stade du prototype. Sa consommation excessive de carburant au décollage et à l'atterrissage est l'un des principaux problèmes rencontrés. D'un autre côté, la charge de combat mais aussi la portée sont incroyablement réduites. Son autonomie ne bat pas non plus de véritables records. Toutes ces raisons sont responsables du peu d'attrait qu'accorde finalement l'armée au Dornier Do-31. Aujourd'hui, un avenir pour les VTOL et le Dornier Do-31 ne semble même pas vraiment envisagé. Néanmoins, une ère nouvelle se profile pour ces appareils hors du commun. Ils pourraient révolutionner la mobilité aérienne urbaine. Quoi qu'il en soit, ce sujet commence à se frayer un chemin dans les esprits. Désormais, ce sont les aéronefs électriques à décollage et à atterrissage verticaux, plus communément appelés eVTOL. Il s'agit de voitures volantes grandeur nature. Ces véhicules semblent représenter l'avenir des VTOL. En quelque sorte, ils sont les successeurs du Dornier Do-31. Ils peuvent donc transporter plusieurs personnes ainsi que des marchandises. Ils seraient même en passe de devenir les taxis et les livreurs de demain. Cette nouvelle forme de mobilité fait partie de l'opération dédiée à libérer l'espace urbain qui risque d'être surchargé dans les années à venir. D'ici 2050, ces populations sont vouées à doubler. D'ici 2035, ces véhicules volants devraient être au nombre de 40 000 pour que la mission de désengorgement du trafic urbain soit réussie. Cette invention technologique imparable risque de modifier bien des choses dans notre quotidien. Sommes-nous vraiment prêts à faire renaître le Dornier Do-31 de ses cendres ? Au début du projet, les avions à réaction verticale représentaient l'avenir de l'aviation de combat. Ces aéronefs sont l'exemple même d'une ingénierie hors du commun. Différentes techniques ont été utilisées, c'est le prototype du Dornier Do-31 qui a marqué l'histoire de l'aviation. Il est rapidement vu comme l'avion de tous les records, mais par la suite ce projet s'affiche comme étant beaucoup trop ambitieux, il ne va donc nulle part. En effet, le Dornier Do-31 connaît beaucoup trop de difficultés et affiche des problématiques bien trop difficiles à régler. Pourtant, l'avenir de ces avions pourrait bien nous surprendre dans les années à venir, notamment avec la mise en service des eVTOL. Les avions à réaction verticale peuvent-ils vraiment être la réponse à certaines problématiques modernes ?